Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 octobre 2025 et notre ami Carl Jacopo est avec nous. Bon retour parmi nous, Carl. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Merci et bonjour à tout le monde. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Carl, commençons par ce qui s'est passé en Europe, en Italie. Le débat entre Jeffrey Sachs et le sénateur italien Carlo Calenda. Voici ce qu'ils ont dit pour avoir une idée du ton et de l'objectif principal, car ils parlaient des causes profondes du conflit en Ukraine. Voici donc ce qu'a dit Carlo Calenda. C'est mon opinion. Tu me traites de menteur? Oui, il t'a traité de menteur? Mais faisons une chose. Il a été choqué par le niveau de l'argumentation du sénateur italien. Il est sorti en disant « Vous êtes un menteur », au lieu de fournir la moindre preuve pour étayer son argument. Parce que, lorsqu'il s'agit de ce type de débat, colonel, c'est la question centrale, c'est le fondement, la cause profonde du problème. Et ils essaient de le manipuler autant qu'ils le peuvent. Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, je suis actuellement en train d'écrire un autre livre sur toute la question et sur le processus qui a conduit à la guerre. C'est essentiellement un livre sur le processus de paix. En tout cas, j'ai repris tous les événements de l'Euromaïdan et il est très important de comprendre que tout d'abord, tous les documents que j'utilise, aucun d'entre eux n'est russe. Ce sont tous des documents ukrainiens. Et ces documents, à l'époque, expliquaient exactement ce que dit le professeur Jeffrey Sachs. Des documents ukrainiens. Cela signifie donc que le sénateur ment en réalité. Vous voyez, c'est très important. Et lorsqu'il a dit par exemple que les Ukrainiens étaient majoritairement favorables à l'Europe, c'est totalement faux. Totalement faux. En fait, l'Institut international de sociologie de Kiev avait mené une enquête à cette époque. Je veux dire, nous parlons de la fin de l'année 2013. Et à cette époque, le nombre de personnes favorables à l'adhésion à l'UMMR était d'environ 50%, exactement la moitié. La raison de cela n'avait rien à voir avec un soutien à Poutine. Cela n'avait absolument aucun rapport. Le problème, c'est qu'au moment où l'Ukraine envisageait de rejoindre l'UMMR, le gouvernement s'est rendu compte que la plupart de l'industrie ukrainienne était un héritage de l'Union soviétique. Toute la base industrielle avait été construite pour fonctionner avec les autres républiques soviétiques. Un exemple typique que j'utilise toujours est Antonov. On fabriquait des turbines et des moteurs d'avions en Ukraine, mais ils étaient conçus pour des avions russes, pas pour des avions occidentaux. Vous voyez, parce que ce ne sont pas les mêmes moteurs. Et ce n'est qu'un exemple. Nous en avons beaucoup d'autres, d'ailleurs. Et cela s'est reflété dans ce qui s'est passé en 2023, lorsque l'Ukraine, ou plutôt, lorsque les Européens, ont voulu davantage de céréales, de blé et de tout ce grain vendu à l'Europe. L'Europe a refusé. En fait, certains pays européens ont interdit les céréales ukrainiennes parce qu'elles n'avaient pas la même qualité. Elles n'étaient pas destinées au marché européen. Et il y a beaucoup de produits de ce type. Cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'était pas capable de s'adapter au marché. Mais évidemment, il a fallu beaucoup de temps avant d'être prête pour le marché européen. Et c'est exactement ce que le gouvernement de Yanukovych a compris. Et pour cette raison, ils ont exploré des options, je parle de 2013 maintenant, afin de maintenir l'union douanière qu'ils avaient avec la Russie, tout en concluant un accord avec l'Union européenne. Ainsi, l'Ukraine aurait pu bénéficier de l'union douanière avec la Russie et en même temps profiter d'une union douanière avec l'Union européenne
si vous voulez. Ils étaient sur le point de signer un accord, mais l'UAPOR a refusé ce type de solution tripartite, qui, soit dit en passant, avait été proposé par le gouvernement ukrainien en accord avec le gouvernement russe. Et le gouvernement russe n'a jamais contesté l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils ont dit « Nous n'avons absolument aucun problème avec cela. Bien sûr, nous voulons préserver nos propres intérêts. » Et donc, une sorte de relation triangulaire aurait été optimale. Mais c'était une proposition de, il y avait un groupe de travail mis en place par le gouvernement ukrainien pour l'étudier. Mais qui a refusé cela? L'Union européenne. Ils ont dit qu'il n'y avait pas moyen, c'était soit la Russie, soit l'Europe, pas d'entre deux. Et c'est Manuel José Barroso, le prédécesseur d'Ursula von der Leyen, qui l'a dit l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Et cela a créé un problème pour le gouvernement ukrainien. En conséquence, le gouvernement ukrainien a demandé une pause dans les négociations, car il devait reconsidérer comment s'adapter à cette situation, puisque c'était un problème pour son industrie. L'industrie ukrainienne n'était pas prête pour l'Europe, si l'on peut dire. Et donc, ils ont demandé une pause dans les négociations afin d'étudier des solutions alternatives. Mais ils ont insisté, et le gouvernement de Yanukovych, y compris Yanukovych lui-même, a déclaré publiquement qu'il n'y avait absolument aucun changement dans l'orientation du gouvernement. Il voulait toujours rejoindre l'UMRMA, mais il devait simplement ajuster les modalités afin de tenir compte de l'industrie ukrainienne. Et c'est précisément à ce moment-là que le Maïdan a commencé. Quand nous parlons du Maïdan, c'est là que le sénateur italien fait preuve de malhonnêteté, car en réalité, il y a eu deux Maïdans. Le premier Maïdan était une sorte de manifestation pacifique de la société civile. Simplement des gens comme vous et moi qui sont descendus dans la rue et ont manifesté pacifiquement, simplement pour montrer qu'ils étaient favorables au maintien du processus avec l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé. Soudainement, le schéma de l'Euromaïdan a changé. Et là encore, si l'on regarde ce qu'a fait l'Institut de sociologie de Kiev, ils ont mené une enquête auprès de la population au début du mois de décembre 2013, les 7 et 8 je crois, puis une autre à la fin du mois de décembre 2013. Ils ont remarqué, et les sondages l'ont clairement montré, que la population n'était pas la même dans les deux cas. Lors du premier Maïdan, décembre, était, comme je l'ai dit, composé de familles et de personnes très pacifiques. Après le mi-décembre, cela a changé. Ces personnes venaient de la partie occidentale de l'Ukraine, à savoir la région qui n'est pas ethniquement ukrainienne. Et c'est très important, car si l'on regarde la carte de l'Ukraine, on voit que la région appelée Galicie est en réalité un vestige de l'ancien empire austro-hongrois, qui a été démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale. Les habitants de cette région vivent encore dans les zones de Lviv, Ivano-Frankivsk et Ternopil. Et ces personnes ne sont pas des Ukrainiens ethniques, selon la manière dont on définit ce terme. Mais il s'agissait de gens qui, avant tout, ne sont pas orthodoxes. Ils sont catholiques. C'est très important. C'est d'ailleurs la seule partie catholique de l'Ukraine. Et ils ont toujours entretenu une relation très ambiguë avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, si je puis dire ainsi. Le reste de l'Ukraine, à la fois ukrainophone et russophone, à peu près moitié-moitié, était en fait composé des personnes qui ont formé le premier Maïdan au début. Mais le second Maïdan, celui qui est devenu violent, était constitué de gens venant de cette ancienne région de Galicie. Et d'ailleurs, c'est le nom de la division SS, la 14e division de grenadiers SS galisien, Erste Galisien, qui était composée de ces personnes.
Et je vous rappelle qu'ils ont une religion différente de celle des autres. Ils sont ethniquement différents du reste de la population. Mais ce sont eux qui ont pris le contrôle du Maïdan. Et ce Maïdan est devenu violent, extrêmement violent. C'est précisément là qu'ont eu lieu les meurtres et tout le reste. Et nous savons tout cela, les personnes qui ont été tuées, etc. En 2023, il y a eu un tribunal, une cour ukrainienne, qui a jugé ceux qui étaient prétendument responsables des meurtres. Des policiers ukrainiens qui auraient tiré sur des gens sur ordre du gouvernement de Yanukovych. Certains d'entre eux ont été inculpés. There were some people who were indicted, considered as Je veux dire, ils étaient considérés comme des criminels, des coupables. Bien que ceux qui étaient considérés comme coupables aient déjà été remis par Zelensky à la République du Donbass, ils avaient déjà été extradés. Ainsi, ces membres de la police Berkut avaient en un sens déjà quitté l'Ukraine. Ce que le tribunal a établi, c'est qu'il n'y avait eu aucun ordre de la part de Yanukovych de tuer les manifestants. Et les personnes qui avaient été tuées, je parle d'un massacre très précis, ont été abattues depuis l'hôtel Ukraina, qui à cette époque était aux mains de personnes venues de l'extrême ouest de l'Ukraine. Cela a donc été établi par un tribunal ukrainien il y a seulement 2 ans. Nous n'avons donc pas besoin de littérature russe pour montrer que tout ce qui s'est passé sur le Maïdan avait été un coup d'État orchestré par l'Occident. Et cela, je ne sais pas comment les gens... Enfin, j'ai entendu dire, et Jeffrey Sachs l'a mentionné, que certaines personnes avaient été payées. Je ne me suis pas penché sur la question. Je ne sais pas si des gens ont été payés pour manifester. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui ont participé à la violence, qui a finalement conduit au renversement du gouvernement, ces personnes ne venaient pas des Ukrainiens ordinaires. Elles venaient de l'extrême droite. C'étaient des ultranationalistes originaires de l'ouest de l'Ukraine. Le 21 février 2014, la situation s'était aggravée dans le pays. Il y avait toutes ces perturbations et ces troubles. Le gouvernement avait accepté de négocier avec les manifestants et d'organiser de nouvelles élections, ainsi que de retirer toutes les forces de police et de sécurité des rues. L'accord a été signé par les principaux partis ukrainiens, y compris les principaux partis nationalistes, et bien sûr, par le gouvernement. Il a été supervisé, ou plutôt garanti, par 3 pays, la France, l'Allemagne et la Pologne. En fait, l'accord a également été signé par les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays. M. Sikorski pour la Pologne, M. Laurent Fabius pour la France et pour l'Allemagne, je ne me souviens plus du nom pour le moment. Mais le fait est que c'était le 21 février. Immédiatement, Yanukovych s'est conformé à l'accord et a ordonné aux forces de sécurité de quitter les rues. Et ce qui devait arriver arriva. Le 22, les manifestants ne se sont pas conformés à l'accord. Ils ont pris d'assaut le palais du gouvernement et d'autres bâtiments officiels. Dans cette situation, parce que Yanukovych craignait pour sa vie et celle de sa famille, il est parti. C'est ainsi qu'il a été renversé et qu'un nouveau gouvernement non élu est arrivé au pouvoir. La première décision des nouvelles autorités a été de modifier le statut de la langue russe en Ukraine, avec la loi Kivalov-Kolesnichenko. Il avait été convenu que le russe et l'ukrainien seraient les 2 langues officielles de l'Ukraine. La première décision des autorités non élues en 2014 a été d'abroger cette loi, ce qui a provoqué des troubles dans toutes les régions russophones du pays. Je ne sais pas où se trouvait le sénateur qui aurait été présent. Je ne suis pas sûr qu'il regardait dans la bonne direction. Ou peut-être était-il avec ces ultranationalistes. C'est sans doute cela la véritable explication. Il était probablement derrière ces gens, et c'est pourquoi il n'a pas vu ce qui s'est passé.
Mais ce sont des faits. Et en Crimée, je le répète encore une fois, il n'y a pas eu d'invasion russe supplémentaire de la Crimée. En Crimée, en vertu de l'accord sur le statut des forces signé entre la Russie et l'Ukraine avant ces événements, en réalité, depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, la Russie avait l'autorisation de stationner des troupes à Sébastopol et dans d'autres lieux de Crimée. Cela s'expliquait par le fait que la flotte de la mer Noire était en partie basée à Sébastopol. En conséquence, la Russie était autorisée à déployer jusqu'à 25 000 soldats en Crimée. Au moment des événements du Maïdan, la Russie y comptait environ 22 000 militaires. C'était le contingent russe entièrement légal sur la péninsule à cette époque. Parallèlement, il y avait également des forces ukrainiennes, des unités régulières de l'armée ukrainienne en Crimée, et elles aussi y disposaient d'environ 22 000 soldats. Comme la loi Kivalov-Kolesnichenko avait été abrogée, il y a eu les troubles dont j'ai parlé auparavant, y compris en Crimée. Cela a conduit à d'autres troubles. Et comme le nouveau gouvernement n'avait pas les moyens suffisants pour gérer la situation, il a fait appel à l'armée à des fins de maintien de l'ordre. C'est exactement ce qui s'est passé en Crimée. Les 22 000 soldats ukrainiens qui s'y trouvaient ont été utilisés pour le maintien de l'ordre. Mais l'armée, à cette époque, était une armée de conscription, ce qui signifie que sur les 22 000 soldats présents en Crimée, presque tous avaient été recrutés sur la péninsule elle-même, ce qui veut dire que lorsqu'ils ont reçu l'ordre de tirer ou de combattre contre leurs propres concitoyens, de plus, étant russophones, les soldats ont refusé. C'est exactement ce qui s'est passé à Odessa en 1905, je crois, avec l'histoire du Potemkin. Exactement la même chose. Les soldats ont refusé de tirer sur leurs propres citoyens. Que s'est-il passé? Et il n'est pas nécessaire de consulter les médias russes pour le voir. Cela a été montré sur les chaînes de télévision ukrainiennes. Un député de la Rada, M. Vinik, a déclaré à la télévision ukrainienne que sur les 22 000 soldats ukrainiens stationnés en Crimée, 20 000 avaient fait défection du côté russe. Autrement dit, 90% sont partis et ont rejoint les manifestants russophones, en fait, avec leurs propres armes et tout le reste. Ils ont retiré leurs insignes et sont devenus ce que les médias occidentaux ont appelé les petits hommes verts. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, du côté russe, eh bien, puisque le gouvernement ukrainien n'était plus en mesure de contrôler la situation avec l'armée, il a envoyé des forces paramilitaires. Ces forces paramilitaires étaient essentiellement composées de personnes venant de l'ouest de l'Ukraine, principalement celles qui avaient été actives sur le Maïdan, c'est-à-dire lors de ces événements violents sur le Maïdan. Les paramilitaires sont arrivés très rapidement en Crimée pour frapper les manifestants, et la situation est alors devenue extrêmement sombre. En conséquence, les soldats russes qui étaient stationnés dans leurs bases en Ukraine ont été autorisés à quitter ces bases afin d'assurer la sécurité de leurs emplacements. Cet engagement a été pleinement respecté dans le cadre de l'accord sur le statut des forces signé avec l'Ukraine. Il était déjà stipulé dans cet accord qu'en cas de trouble, les soldats russes pouvaient maintenir l'ordre public autour de leur base et même occuper des zones stratégiques telles que les aéroports de Simferopol et de Sébastopol, afin de maintenir une ligne d'approvisionnement logistique avec la Russie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Russes ont strictement respecté ce qui était prévu dans l'accord sur le statut des forces. Mais vous savez, personne n'en parle. J'étais à l'OTAN à cette époque.
Je suivais la situation depuis le siège de l'OTAN parce que, comme je l'ai souvent dit, j'étais responsable de la question de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, surtout dans la zone de l'OTAN, mais pas uniquement. C'était donc une partie de ma mission de suivre ce qui se passait en Ukraine. Par conséquent, j'ai vu exactement ce qui s'est produit à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je pense que cela n'a jamais été mentionné par les médias, même si cela figurait dans les médias ukrainiens. Tout a été publié. Il est très important de le préciser. Il n'est donc pas nécessaire de se référer à la propagande du Kremlin ou à quoi que ce soit de ce genre. Comme le dit ce sénateur, cet homme est très mal informé et accuse les gens de mentir. Mais je pense que ce type ne ment probablement pas, parce que mentir signifie que l'on sait que c'est faux et qu'on le dit quand même. Donc, techniquement, ce n'est sans doute pas un mensonge. Je pense qu'il est simplement stupide. C'est ce que je peux dire. Il est certainement ignorant de la réalité. Il ne fait que répéter ce qu'il a probablement lu dans les journaux, pas ce qu'il a vu ou étudié lui-même. En réalité, les Russes ne sont jamais débarqués, comme certains pourraient le dire. Et d'ailleurs, au sein de l'OTAN, beaucoup de gens à cette époque utilisaient le terme « invasion » pour parler des actions russes en Crimée. Puis quelqu'un a dit « non, non, nous ne devrions pas dire ça ». Nous avons en fait reçu un courriel envoyé à tout le monde nous demandant de ne pas utiliser le mot « invasion » parce que c'était faux, seulement « intervention ». Parce qu'en réalité, les forces russes sont intervenues, comme indiqué dans l'accord sur le statut des forces, pour protéger leur propre zone et pour protéger les civils. Je veux dire, c'est normal. Et tout ce que j'ai dit a ensuite été confirmé par Vladimir Poutine, qu'il avait autorisé les soldats à mener certaines activités de maintien de l'ordre afin de protéger les civils, parce qu'ils étaient battus par d'autres. Mais il n'y a pas eu, disons, d'intervention extérieure des forces russes en Crimée. Je vous rappelle que la Crimée s'était séparée de Kiev par référendum en 1991, avant que l'Ukraine ne devienne indépendante. La Crimée avait retrouvé son statut de République socialiste autonome de Crimée, le statut qu'elle avait avant 1954, avant que Khrouchtchev ne donne la Crimée à l'Ukraine. Notez que ce don de Khrouchtchev a été fait pour des raisons politiques, afin d'obtenir le soutien de l'Ukraine pour son élection au poste de secrétaire général du Parti communiste. Mais ce transfert n'a jamais été validé par la République socialiste russe, la République socialiste ukrainienne, ni par le Parlement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il n'a donc jamais été légalement approuvé par les autorités législatives de la Russie, de l'Ukraine ou de l'Union soviétique à l'époque. Et c'est pourquoi, en 1991, la Crimée a organisé le premier référendum de l'Union soviétique sur l'autonomie. Ce premier référendum a eu lieu le 20 janvier 1991. Et la Crimée a retrouvé, non pas l'indépendance, car elle ne l'était pas, mais l'autonomie. C'est vrai, mais au lieu de dépendre de Kiev, elle est devenue dépendante de Moscou. À la fin de 1991, la Crimée a adopté sa propre constitution et a déclaré son indépendance totale en 1992, tandis que l'Ukraine a déclaré la sienne en décembre 1991. Cela signifie donc qu'en 1992, la Crimée était indépendante, mais que l'Ukraine a refusé de le reconnaître. Par conséquent, entre 1994 et 1995, l'Ukraine a en réalité annexé la Crimée en renversant de force le président de la Crimée à l'aide de forces spéciales et a repris le contrôle de la péninsule. En fait, l'Ukraine a annexé la Crimée en 1995. Le problème, c'est que personne n'en parle, car bien sûr, cela détruirait complètement tout le récit.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque cette agitation a éclaté à la suite du mouvement de Maïdan, les autorités de Crimée, les autorités régionales, ont décidé d'organiser un nouveau référendum, demandant à la population si elle souhaitait revenir au statut qu'elle avait en 1992. C'était la question posée aux citoyens et ils ont tous répondu oui, qu'ils voulaient revenir à ce statut. Sur cette base, le Parlement de Crimée a demandé à rejoindre la Fédération de Russie. Il y a donc eu un processus démocratique qui en réalité n'était qu'une répétition de celui qui avait déjà eu lieu plus de 20 ans auparavant. Et pour cette raison, la Russie ne rendra pas la Crimée. Mais je pense que toute la petite séquence que nous avons vue est extrêmement troublante, car je crois que les responsables politiques que nous avons en Europe ne sont pas pleinement conscients de toute l'histoire de ce qui s'est passé sur le Maïdan. Ils ont une compréhension très simplifiée de ce qui s'est passé. Et la réalité, c'est que chacun peut l'interpréter comme il veut. On peut dire que c'est légitime, on peut dire que ça ne l'est pas. Mais le fait est que le premier Maïdan a en réalité été provoqué par l'Union européenne. Les médias ici en Occident, au lieu de dire que Yanukovych demandait une pause pour étudier les options de l'Ukraine, ont affirmé que Yanukovych ne voulait pas de l'Union européenne. Et c'est cela qui a motivé ou créé l'incitation aux premières manifestations qui étaient pacifiques au début. Il est très important de le préciser. Mais ces citoyens pacifiques ont en réalité été dépassés par les ultranationalistes. Et ceux qui soutenaient les ultranationalistes étaient précisément les dissidents, car c'était l'époque où l'on voyait tous ces politiciens occidentaux, John McCain, Bernard-Henri Lévy, et ainsi de suite. C'est amusant de voir ces politiciens européens s'adresser à la foule à Kiev, avec toutes les bannières de ce parti d'extrême droite Svoboda et du secteur droit, le Pravi Sector. Le secteur droit, c'était les extrémistes, je veux dire, les ultranationalistes. Je ne veux pas employer un autre mot qui serait probablement une raison de faire interdire la vidéo. Mais en réalité, on peut imaginer ces gens encore en train de contempler l'idée d'avoir un homme à moustache. Et en fait, tous nos politiciens ont fermé les yeux sur ces extrémistes afin de promouvoir cette idée selon laquelle la Russie était opposée à l'Union européenne, ce qui est absolument faux. La Russie n'a jamais cherché à empêcher l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. C'est faux. Mais bien sûr, comme ils voyaient qu'il pouvait y avoir une rupture économique avec l'Ukraine, ils ont essayé de trouver une solution pour que l'Ukraine puisse entretenir des relations normales avec l'Union européenne sans rompre ses liens avec la Russie. C'est tout. Il n'y avait absolument rien d'autre. Tout s'est passé à l'initiative des Ukrainiens. Donc je pense qu'ici, je ne sais pas exactement ce qu'a dit Jeffrey Sachs. Je sais que même ceux, enfin, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas vu cette interview. Mais je sais que beaucoup de gens, y compris ceux qui sont, disons, favorables ou pas dans la ligne dominante, disons-le ainsi, ne connaissent même pas tous les détails de ce qui s'est passé. Mais je pense que, venant de ce sénateur, c'est quelque chose d'injustifié, et je dirais non seulement arrogant, mais aussi intellectuellement et profondément malhonnête quand il a dit une chose pareille. Profondément malhonnête. Cela montre un manque d'intégrité, un manque d'honnêteté, et aussi un manque de considération, car quand on est dans un débat, eh bien on débat. Mais quand on commence, et c'est quelque chose que l'on observe régulièrement lorsqu'on parle de l'Ukraine et de tout cela, quand les gens n'ont plus d'arguments, ils se mettent à attaquer la personne. C'est très typique de ces gens d'extrême droite. Quand ils n'ont pas d'arguments, quand ils ne connaissent pas les faits, ils se mettent à attaquer la personne.
Et ces attaques ad personam ou ad hominem, à mon avis, révèlent une profonde faiblesse intellectuelle dans la manière d'aborder un problème. Car si l'on n'est pas capable de fournir le bon argument, cela signifie qu'on n'est pas suffisamment préparé. Et lorsque la seule échappatoire consiste à attaquer la personne en face de soi, cela veut dire qu'on ne vaut pas grand-chose. Colonel, la Russie a testé avec succès un nouveau missile qu'elle appelle Burevestnik. C'est un missile de croisière à propulsion nucléaire. La réaction des États-Unis et Donald Trump a déclaré qu'un sous-marin nucléaire américain se trouvait au large des côtes russes. Et quel est le message de la Russie? La Russie envoie-t-elle un message à l'Occident? Ou veut-elle, avec ce type d'essai, faire savoir que si l'on veut escalader, elle est prête à cela, mais qu'elle souhaite l'éviter? À mon avis, ils essaient de tout faire pour éviter toute forme d'escalade en Ukraine. Eh bien, absolument. Je pense que je suis d'accord avec vous. Les Russes ne veulent pas d'escalade. Ils disposent d'armes extrêmement puissantes et ils n'utilisent même pas toute l'étendue de leur arsenal en Ukraine. Ce n'était certainement pas l'idée. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs initiatives pour entamer un processus de paix. Ces initiatives ont en réalité été lancées par les Ukrainiens dès le tout début de leur opération militaire spéciale. La Russie a toujours accepté de participer à ce processus, avait accepté des solutions, et ceux qui ont interrompu le processus étaient les Européens, à 3 reprises, en février 2022, début avril 2022 et en août 2022. Tout cela a été initié par l'Ukraine, car l'Ukraine avait compris que dans ce conflit, elle risquait probablement de perdre, et de perdre beaucoup. Et donc, ils ont essayé d'engager un processus. Et chaque fois, la Russie a dit « d'accord ». En avril 2022, c'est bien connu aujourd'hui, ils étaient presque parvenus à un accord. À ces 3 reprises, ce sont les Européens, pas seulement l'Union européenne, mais les Européens, car Boris Johnson était impliqué, qui ont empêché la conclusion et la signature de l'accord. Sur la base de ces 3 tentatives infructueuses, en septembre 2022, Ursula von der Leyen a envoyé un message très clair à l'Ukraine, déclarant qu'il n'y aurait pas d'apaisement avec la Russie, ni de négociation avec la Russie. Et c'est ce qu'elle a dit lors de son discours sur l'état de l'Union européenne le 13 septembre 2022. Sur cette base, 2 semaines plus tard, le Conseil national de sécurité ukrainien a décidé d'interdire toute négociation avec la Russie tant que Vladimir Poutine serait au pouvoir. C'est un peu stupide d'ailleurs. Faire dépendre tout un accord de paix d'une seule personne me semble extrêmement étrange. Mais cela reflète exactement l'état d'esprit de l'Occident à cette époque. Enfin, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et cette décision du Conseil national de sécurité ukrainien est devenue un décret signé par Zelensky, entré en vigueur le 4 octobre 2022. Et cela illustre parfaitement la situation. That shows exactly the situation. The Russians have never refused any attempt to negotiate. Les Russes n'ont jamais refusé aucune tentative de négociation. Nous l'avons encore vu récemment cette année, lorsque Trump a proposé un processus. Les Russes ont accepté, mais les Ukrainiens, sous la pression de l'Union européenne, ont refusé. Même aujourd'hui, il y a eu plusieurs tentatives de Donald Trump et de son équipe pour trouver une solution politique au conflit. Du côté européen, il n'y a absolument aucune nouvelle initiative qui ait émergé. Bien qu'ils critiquent Donald Trump, bien qu'ils affirment accueillir favorablement l'idée d'une diplomatie active, cette soi-disant diplomatie active européenne a été totalement inactive. Par conséquent, pour les Russes, il est clair que puisque l'Ukraine est en train de perdre, la seule issue possible est d'intensifier le conflit. The only escape route is to escalate the conflict. And that has been also a deliberate
Et cela a également été une tentative délibérée de la part de Zelensky d'impliquer les Américains. Car, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises sur votre chaîne, l'idée de Donald Trump est de se retirer du conflit. Ils ne veulent pas continuer à dépenser de l'argent pour une guerre qui, au bout du compte, est un gouffre sans retour sur investissement. Par conséquent, Donald Trump veut la confier aux Européens et dire « Eh bien », et c'est exactement ce que Pete Hegseth, d'ailleurs, a déclaré en février de cette année, à Munich, je crois, ou peut-être à Bruxelles, je ne me souviens plus exactement quand. En tout cas, il a dit aux Européens, « Nous allons avoir une sorte de partage des tâches. Les Européens prennent en charge le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est votre domaine. Et nous, les Américains, nous nous occuperons de la Chine et de l'Extrême-Orient. C'est notre domaine. » Et c'est ce partage des tâches, en réalité, qui avait été clairement expliqué aux Européens. Le problème, c'est que les Européens n'ont ni la capacité, ni même les moyens de remplacer les États-Unis dans le soutien à l'Ukraine. En conséquence, ils ont tout fait pour maintenir les Américains dans le théâtre européen, si l'on peut dire. Et pour cette raison, ils recherchent une forme d'escalade qui obligerait les États-Unis à s'impliquer. C'est exactement ce qui s'est passé en octobre de l'année dernière, il y a environ un an, lorsque Zelensky a lancé cette attaque sur Bryansk, à environ 120 km de la frontière, à l'intérieur du territoire russe. Ils ont probablement amené un missile Attack-MMS tout près de la frontière pour atteindre cette distance. Car normalement, ils conservent les attaques MS à environ 60 ou 70 km à l'intérieur du territoire ukrainien, afin d'éviter les tirs d'artillerie. Mais à cette occasion, ils ont probablement essayé de se rapprocher de la frontière afin d'atteindre Bryansk. En réponse, comme les Russes avaient compris que les Ukrainiens tentaient de créer une sorte de fait accompli pour l'administration Biden, ils ont voulu montrer qu'ils étaient prêts à contrer ce type d'initiative de manière très efficace. C'est pourquoi les Russes ont lancé le missile Oreshnik sur l'usine de production de Dnipropetrovsk, Yuzmash, qui est une installation de production à Dnipropetrovsk. C'était précisément l'usine qui produisait le missile Hrim-2 ou Grom-2, un missile balistique. Je pense que certains l'ont également appelé le missile Sapsan ou quelque chose de ce genre. Il était également appelé Hrim-2 et il était produit dans cette installation à Dnipropetrovsk. Apparemment, les Russes ont réussi à détruire cette usine ainsi que deux autres où le missile devait être fabriqué. Depuis, nous n'en avons plus beaucoup entendu parler. C'est donc la raison pour laquelle l'Oreshnik a été lancé il y a un an, même si l'Oreshnik était encore en cours de développement. Très intéressant. Et aujourd'hui, nous avons presque le même scénario. Le 23 septembre, bien que Zelensky ait déjà évoqué l'idée en juillet de cette année, il est revenu le 23 pour demander à Donald Trump des missiles Tomahawk. Mais Trump a été très prudent et n'a pas accepté tout de suite. Il y a eu toutes ces discussions. Oui, non, peut-être, et ainsi de suite. Je veux dire, ce genre d'ambiguïté a suscité la discussion entre Trump et Vladimir Poutine le 16 octobre. Ils ont eu un appel et Poutine a expliqué ce qui était en jeu. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr que Donald Trump ait tout compris. Quoi qu'il en soit, cet essai du missile Burevestnik arrive au bon moment pour montrer au monde que la Russie dispose d'une technologie de pointe capable de contrer tout type d'attaque. Maintenant, le missile Burevestnik est intéressant parce que, comme vous l'avez mentionné, il est propulsé par l'énergie nucléaire, ce qui signifie qu'il dispose essentiellement de carburant, probablement pas pour toujours, mais pour une très longue durée. Cela veut dire qu'on peut en fait atteindre n'importe quel point sur Terre avec ce missile, sans réelle restriction de distance. Et cela reflète en réalité des idées développées en Union soviétique dans les années 1950 pour créer une bombe orbitale.
to have the orbital bomb. And probably to illustrate the point I can show here, that's the drawing. Et probablement, pour illustrer mon propos, je peux montrer ce dessin que j'ai fait. Désolé, il est en français, mais les gens comprendront sans doute. Ici, en blanc, vous voyez une ligne pointillée qui montre la trajectoire d'un missile balistique. L'idée du système de bombardement orbital fractionné, encore une fois, c'était un concept qui a été développé et envisagé, car les Soviétiques n'ont jamais réussi à le concrétiser. Était qu'une bombe serait placée en orbite et pourrait ensuite frapper les États-Unis, par exemple, par l'arrière, si l'on peut dire. Elle ne monterait pas aussi haut qu'un missile balistique. Elle resterait sur une orbite basse. Ce que nous avons maintenant avec le missile Burevestnik, ce n'est pas un missile qui va en orbite, mais comme il dispose de son propre combustible nucléaire, il n'a pas besoin d'être en orbite pour parcourir de très longues distances. En fait, il peut effectuer le même type de déplacement, mais simplement à une altitude de 25 à 100 mètres, ce qui signifie que vous verriez à peine la trajectoire sur ce schéma. Mais c'est la même idée. Je veux dire, le concept envisagé par les Soviétiques dans les années 1950 et 1960 était le système de bombardement à orbite multiple et le système de bombardement orbital fractionné. Et cela, en réalité, puisqu'il utilisait une orbite, enfin, une orbite satellitaire si l'on veut, n'était plus autorisé par le traité sur la non-militarisation de l'espace extra-atmosphérique, le fameux traité de l'espace. Pour cette raison, les Soviétiques ont abandonné l'idée. Et aujourd'hui, bien sûr, avec cette nouvelle technologie, ils peuvent utiliser un concept très similaire, si l'on veut, mais sans aller dans l'espace extra-atmosphérique, et donc sans violer le traité de l'espace. C'est l'aspect intéressant de ce nouveau missile. Il peut, en effet, menacer n'importe qui, n'importe où, sur la planète, sur Terre. Car le système qui a été installé, si l'on regarde les différentes ceintures radars autour des États-Unis, à la fois au nord, y compris avec le Canada, et au sud, ces systèmes sont conçus pour contrer les menaces balistiques et aériennes, c'est-à-dire les menaces se déplaçant à haute altitude, disons. Mais ils ne sont pas conçus pour contrer des menaces comme les missiles de croisière. Ou peut-être certains, mais probablement pas partout. Il existe des radars capables de suivre des missiles volant très bas, à environ 25 mètres. Mais c'est extrêmement difficile à détecter. Il y a d'autres moyens de le faire. On peut le faire avec des satellites, par exemple. Et il existe d'autres méthodes pour suivre ce type de missile. En tout cas, ce type de missile représente certainement un nouvel aspect de la menace pour les États-Unis et pour l'OTAN. Et c'était donc probablement le bon moment pour le montrer. Même si ce missile est encore, comme ce fut le cas pour l'Oreshnik il y a un an, en cours de développement, il a été évoqué très récemment entre Vladimir Poutine et le général Valery Gerasimov, le chef d'état-major général russe. Apparemment, Poutine a donné l'ordre de lancer la production de ce missile. Je ne sais pas si c'était simplement pour la forme ou si c'était sérieux, mais dans tous les cas, nous avons affaire à une technologie qui n'est probablement pas encore produite pour être intégrée aux inventaires russes à ce stade. Néanmoins, la technologie existe et est probablement très proche d'une production complète. Je pense que les Russes ont beaucoup de ces projets dans leur tiroir. C'est très intéressant d'ailleurs, l'approche russe. Ils s'en servent comme d'un moyen d'empêcher toute tentative d'escalade du conflit en Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, et c'est ce qu'ils font cette fois-ci. Rappelez-vous que le Tomahawk était également capable d'emporter une ogive nucléaire, ce qui signifie qu'en réalité, si l'on considère la menace nucléaire ou la menace d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine, cette menace a toujours, au cours des 3 dernières années, été initiée par l'Occident. Et cela a commencé le 24 février 2022, le jour même
où la Russie a lancé l'opération militaire spéciale. 2022, so the very day the special military operation was launched by Russia, the French defense minister, Jean-Yves Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a menacé la Russie ce jour-là en invoquant les capacités nucléaires de l'OTAN. Il a déclaré que Poutine devait faire attention, car l'OTAN est une puissance nucléaire. La Russie a ensuite réagi en relevant le niveau d'alerte de ses forces nucléaires. Une mesure modeste, mais destinée à montrer que les Russes prennent les Européens au sérieux lorsqu'ils emploient le mot nucléaire. Et souvenez-vous, cela nous conduit à Liz Truss, alors candidate au poste de première ministre du Royaume-Uni. Lors d'une interview après sa nomination, un journaliste lui a demandé si elle était prête à recourir à la force nucléaire, et elle a répondu oui. Et lorsque la journaliste lui a demandé si elle était prête à risquer l'anéantissement mondial pour combattre les Russes, Liz Truss a répondu oui. Elle était donc prête à risquer l'anéantissement mondial simplement pour se battre. Si l'on regarde cela, si l'on examine les déclarations des ministres de la Défense, notamment en France et au Royaume-Uni, les Américains ont été un peu plus modérés à ce sujet. Mais les Français et les Britanniques ont systématiquement évoqué l'usage de la force nucléaire. Et cela, en fait, a provoqué une réaction du gouvernement. L'ambassadrice du Royaume-Uni à Moscou a été convoquée par le ministère des Affaires étrangères par Lavrov. C'était en 2023, je crois, ou peut-être à la fin de 2022, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est toujours l'Occident qui a menacé d'utiliser la force nucléaire. Et cette idée de donner des Tomahawks aux Ukrainiens relève du même type de menace, sachant que le Tomahawk est capable d'emporter une ogive nucléaire. Le problème, c'est que même si le missile lui-même ne porte pas d'ogive nucléaire, si quelqu'un tire un tel missile sur vous, vous ne savez jamais quel type d'ogive il transporte. Par conséquent, vous pourriez être tenté, ou même vous sentir obligé, par mesure de procédure, de répondre par le feu nucléaire, ou du moins d'agir comme s'il s'agissait d'une attaque nucléaire. C'est là que l'Occident a fait preuve d'une extrême irrationalité avec ce genre de choses, surtout les Européens. C'est un jeu extrêmement dangereux qu'ils jouent. Carl, changeons de sujet pour parler du conflit au Moyen-Orient. L'administration Trump a envoyé le vice-président, accompagné de J.D. Vance et de Rubio, en Israël. Il semble qu'il existe certaines divergences entre l'administration Trump et le gouvernement Netanyahou concernant l'annexion de la Cisjordanie. Trump a dit non à cela, et J.D. Vance l'a répété. Mais Netanyahou a déclaré « Nous sommes une nation indépendante. Nous pouvons faire ce que nous voulons. » Avant d'aller dans cette direction, Carl, la situation à Gaza, à mon avis, si l'on permettait aux journalistes de s'y rendre, de faire leur reportage et de découvrir enfin ce qui se passe réellement en termes de victimes, les personnes assassinées, celles enterrées vivantes, cela aurait une énorme influence sur tout ce qui se déroule à Gaza et en Palestine, entre Israël et la Palestine. Il me semble que l'administration Trump essaye de tout faire pour réduire ce type d'influence sur la situation, compte tenu du cas d'Israël. Voici ce que nous avons entendu du chirurgien juif américain Mark Perlmutter. Il a accusé les FDI d'avoir enterré des enfants vivants à Gaza. Ils étaient poussés dans une fosse commune par des soldats israéliens utilisant un bulldozer, leurs cris étouffés par la terre déversée sur eux alors qu'ils étaient enterrés vivants. Lorsque les corps furent plus tard exhumés, on retrouva les chemises rouges et vertes de ces enfants, dont les mains avaient été attachées derrière le dos. Un tel degré de monstruosité, un niveau de cruauté aussi abject,
ne peut exister que si la haine est inculquée délibérément dès la naissance. Oui. What would you like me to say? The problem Que veux-tu is que that je dise? it's not new. Le problème, c'est que c'est pas nouveau. Nous avons eu des centaines d'exemples de ce genre. Pas seulement au cours des 2 dernières années, mais au cours des 20 dernières, où il y avait déjà des articles dans les médias parlant de soldats israéliens tuant des enfants pour s'amuser. Pour s'amuser. Et récemment, il y a même eu, je crois, un politicien israélien disant que les soldats de Tsahal tuaient des enfants comme passe-temps. Il y a eu cet exemple célèbre, mentionné des centaines de fois, datant d'il y a environ 20 ans, où des enfants jouaient sur la plage, juste des gamins, peut-être entre 8 et 12 ans, 5 enfants jouant sur la plage, et les Israéliens les ont simplement bombardés à l'artillerie. Ils les ont tous tués. Et cela a été documenté. Des livres ont été écrits à ce sujet, des films aussi, des centaines de cas. Cela a-t-il suscité une quelconque réaction en Occident? Vous savez, nous semblons être surpris par cela, mais en réalité, il y a eu des centaines de cas auparavant. C'est simplement devenu plus évident au cours des 2 dernières années. Le mauvais comportement des Israéliens, pas seulement des soldats, mais des Israéliens, car tout ce que nous avons mentionné se produit en Cisjordanie, sur le plateau du Golan et au Liban. Nous avons des centaines de témoignages qui expliquent, démontrent, documentent des crimes de masse, des crimes atroces. Qu'est-ce que cela a changé? Nous pourrions être troublés, ou Trump pourrait être troublé aujourd'hui, parce que cela viendrait troubler l'image de son joli traité. Mais la réalité, c'est que ça dure depuis des décennies et aucun gouvernement occidental n'a réagi. Et nous le savons tous, cela a été démontré. Je veux dire, les FDI ont tiré sur des diplomates qui tentaient de documenter la situation en Cisjordanie ou à Gaza. Ils ont été pris pour cible par les FDI, sans parler de la Croix-Rouge, de l'ONU et d'autres. Je pense que l'ONU a payé un très lourd tribut à cause de l'armée israélienne. Je crois que les plus grandes pertes subies par l'ONU, si je ne me trompe pas, ont eu lieu au Liban. Ils ont été bombardés par l'artillerie israélienne, et il n'y a jamais eu d'excuses. Les Israéliens ne se sont jamais excusés. Comme l'a dit Bezalel Smotrich, le droit international ne s'applique pas au peuple élu. Ce n'est pas pour les Juifs, c'est pour le reste du monde. Les Juifs sont exemptés du droit international. Et c'est précisément là le problème, vous voyez. C'est quelque chose que nous avons mentionné à de nombreuses reprises. Personne n'agit. Il y a un sentiment d'impunité en Israël. Pourquoi changeraient-ils leur comportement? Je veux dire, nous pouvons les critiquer pour leurs actions en Cisjordanie et tout cela, mais nous savons que le territoire palestinien, qui comprend Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, constitue une seule entité. Selon la Cour internationale de justice, toute présence israélienne sur ce territoire est illégale. La Cour a rendu une décision en ce sens et a appelé tous les pays du monde à aider Israël à remplir ses obligations en vertu du droit international sur le territoire palestinien. Est-ce qu'un seul pays occidental a essayé de faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice? Non. Regardez ce qui se passe. Maintenant, il y a cette question de la conférence de Budapest, et beaucoup de gens demandent que Poutine soit arrêté s'il vient à Budapest, et tout cela. Avez-vous vu les mêmes demandes ou le même type de réaction lorsque Netanyahou a voyagé en Europe ou aux États-Unis? Non. Ainsi, l'État israélien, pas seulement le gouvernement, mais l'État lui-même, bénéficie d'une impunité totale pour massacrer des gens. Et cela soulève aussi la question de la manière dont nous définissons la complicité dans les crimes de guerre.
My personal view is that when you see Mon point de vue personnel est que lorsque l'on voit et que l'on sait qu'une partie à un conflit commet des crimes documentés, des crimes contre l'humanité, voire un génocide, et que l'on continue à soutenir ces personnes sans agir, je pense que cela équivaut à de la complicité, parce qu'il ne s'agit pas d'allégations. Vous voyez, quand on parle de la Russie, lors de l'affaire Nord Stream, on a considéré qu'il s'agissait d'un acte terroriste, voire d'un acte de guerre, et certains évoquaient la possibilité d'activer l'article 5 de l'OTAN. Et aujourd'hui, nous avons appris que, eh bien, c'était probablement l'Ukraine. Et c'est la même chose pour des centaines d'autres cas. En réalité, nous formulons des allégations, et les jugements ainsi que les décisions politiques concernant la Russie reposent sur ces allégations. Et nous sommes prêts à faire la guerre sur la base d'allégations. and we are ready to enter war based on allegations. You can even mention the whole drone issue that we Vous pouvez même mentionner toute la question des drones que nous avons vus il y a seulement quelques semaines. Aucun cas n'a été documenté, déclenché ou exécuté de manière démontrable par la Russie. Ce ne sont que des allégations. Et nous savons que ce sont des allégations. Nous le savons parfaitement bien. Mais, quand on écoute Emmanuel Macron, la première ministre du Danemark, Friedrich Merz et d'autres, ces allégations se transforment en faits. Et nous sommes prêts à faire la guerre pour cela. Maintenant, regardez Israël, où nous avons des crimes documentés. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits documentés, prouvés. Nous avons cela en vidéo, nous avons tout, et ils en sont même fiers. Les Israéliens en sont même fiers. Et pourtant, personne n'agit. and here nobody acts. This begs Cela soulève des questions extrêmement puissantes. Et lorsque nous parlons de la Russie et de l'Ukraine, chaque fois que nous invoquons les valeurs, pas seulement depuis octobre 2023, on n'entend pas beaucoup parler de valeurs en Europe, ce qui est assez intéressant. Pourtant, nous continuons à penser que nous sommes ceux qui ont des valeurs et que les autres n'en ont pas. Bien sûr, une façon de contourner cela consiste à dire que le Hamas est une organisation terroriste. Et donc, avec les terroristes, tout est permis. En réalité, chaque pays ou État occidental pratique la torture contre les terroristes. Mais selon le droit international, la torture reste la torture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise torture. Il n'y a que la torture. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste qu'on a le droit de le torturer. and it's not because someone is a terrorist that you're allowed to torture it. And in addition to that, I can Et en plus de cela, je peux vous rappeler, il est très intéressant de voir le rapport qui a été réalisé, je crois par le Sénat américain, qui a mené une enquête sur l'utilisation de la torture par les États-Unis, la CIA et d'autres, à Guantanamo et ailleurs. Et ce rapport, c'est la partie intéressante, montre que la torture n'apporte absolument rien en matière de sécurité. En réalité, la torture crée même davantage de problèmes. Elle engendre des problèmes en termes de sécurité. Donc, vous n'améliorez pas votre sécurité, vous la détériorez en recourant à la torture. Ce qui signifie que tous les pays européens, et je dis bien tous les pays européens, y compris le mien, soutiennent en fait l'usage de la torture. Pas dans les mots, mais dans la pratique. Et cela, nous pouvons le démontrer. And we can demonstrate that. I mean, this has been demonstrated, by the way. Je veux dire, cela a été démontré d'ailleurs. Donc, bien sûr, quand nous critiquons Netanyahou pour avoir bombardé des civils ou utilisé la torture, que dit Netanyahou? Il dit, eh bien, vous avez fait exactement la même chose en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Et c'est vrai. Vous voyez, c'est là qu'on perçoit les limites de l'usage ou du camouflage derrière, de jolis mots comme valeur, démocratie et tout le reste. Israël, la plus grande, la plus importante ou la seule démocratie du Moyen-Orient. Ce ne sont que des mots, et nous nous cachons derrière eux. Nous essayons de nous convaincre que nous sommes honnêtes, mais nous ne le sommes pas.
Et pour cette raison d'ailleurs, nous pouvons, cela mène presque à une sorte de conclusion philosophique. Mais cela montre exactement pourquoi le reste du monde commence à le comprendre. Au final, ce qui se passe en Israël est le reflet de l'état d'esprit occidental. Car en réalité, nous sommes d'accord avec ce que fait Netanyahou. Si ce n'était pas le cas, nous agirions pour l'en empêcher. Mais en vérité, non. Nous l'acceptons. Ainsi, d'un côté, nous tenons un discours sur les valeurs, la démocratie, les droits humains, le droit international et tout cela. Mais en même temps, lorsque cela se produit sous nos yeux, nous ne faisons rien. Cela signifie que nous l'acceptons, que nous y consentons et que nous disons même qu'Israël est un morceau d'Europe au Moyen-Orient. C'est pourquoi il participe à des tournois de football et à des festivals de chansons. Israël appartient parce que nous le considérons comme faisant partie de l'Europe. Ainsi, Israël n'est que le miroir de notre propre société. C'est là la conclusion tragique de tout cela. Et c'est pour cette raison que je pense que nous verrons un fossé croissant entre l'Occident et le reste du monde. Parce que le reste du monde voit notre véritable nature. Lorsqu'il regarde ce qui se passe en Israël, il voit la nature de l'Occident. Voilà. Ce n'est pas très réjouissant, mais je pense que nous devons être critiques à ce sujet, car au bout du compte, cela montre la dégradation de nos valeurs morales. Nous prétendons avoir des valeurs. Nous n'en avons aucune. Regardez toutes ces personnes, Ursula von der Leyen, tous les autres. Ils font tous face, à des procédures pour corruption et tout cela. Ils sont impliqués dans des scandales de corruption. Et ils continuent, je veux dire tous. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, quand j'étais jeune, nous n'avons jamais connu telle chose. Aujourd'hui, ils sont tous corrompus. Ils mentent ouvertement. Peut-être qu'à l'époque, nous ne pouvions tout simplement pas vérifier ce qu'ils disaient. C'est possible. Le paysage de l'information était très différent. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils mentent. Nous pouvons le voir. On peut démonter tout ce qu'ils disent et pourtant nous continuons à les élire. Nous continuons à les élire. Nous continuons à accepter qu'ils soient aux commandes. C'est ça le plus surprenant. On peut critiquer Macron, il a même été élu 2 fois. Et maintenant, les Français se plaignent parce que c'est un idiot, et il l'a toujours été. Mais ils l'ont élu 2 fois, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est là tout le paradoxe. Et cela devrait vraiment nous pousser à réfléchir à ce que nous appelons la démocratie, à ce que signifie réellement notre définition ou notre compréhension de l'état de droit. Pendant la guerre froide, tout le monde pouvait s'exprimer librement. Même les communistes pouvaient parler en Europe. Aujourd'hui, si vous êtes en faveur de la Russie, ou même pas en faveur, simplement pas aligné avec le courant dominant, vous pouvez être considéré comme pro-russe, puis être banni, voire arrêté. Si vous êtes pro-palestinien, vous êtes considéré comme un terroriste. Si vous avez participé à Palestine Action au Royaume-Uni, vous pouvez être étiqueté comme terroriste. Même si vous avez 90 ans, même si vous êtes une personne honnête qui paie ses impôts et tout le reste, vous êtes quand même considéré comme un terroriste parce que vous avez manifesté contre les crimes de guerre, les massacres, la torture, le meurtre d'enfants. Des choses comme ça en Palestine. Qu'est-ce que cela dit du gouvernement britannique? Si l'on vous empêche d'exprimer votre indignation lorsque vous voyez des crimes contre des enfants, qu'est-ce que cela dit de Keir Starmer? Regardez cela. Réfléchissez-y. Que dit cela de nos autorités lorsqu'elles arrêtent des gens qui manifestent contre le meurtre d'enfants? Bien sûr, vous direz, eh bien, c'est normal, parce qu'il y a des cas de pédophilie et tout cela, même impliquant des membres du gouvernement au Royaume-Uni, voire des politiciens. Donc c'est considéré comme normal.
politicians in the UK, and so it's normal. They defend, they protect their turf. Ils défendent, ils protègent leur territoire. C'est ce qu'on peut dire. Mais cela ne montre pas l'image que nous aimerions avoir de nos gouvernements. C'est extrêmement préoccupant. En fait, cette évolution est extrêmement préoccupante. Ce n'est pas seulement que nous tolérons des crimes en Palestine. En plus de cela, nous faisons tout pour empêcher toute condamnation de ces crimes. Et cela en dit long sur nos politiciens, quelle que soit leur orientation politique. D'ailleurs, on voit, enfin, je ne connais pas les détails de la politique au Royaume-Uni et tout ça, mais dans la plupart des pays, comme la France, la Belgique, etc., on constate que la corruption se moque de l'orientation politique. Ils sont tous corrompus, ils sont tous stupides, ils sont tous ignorants. Ils occupent leur poste, non pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils ont pu soudoyer quelqu'un ou, vous savez, grâce à une sorte de manœuvre politique, plutôt qu'à la compétence, à l'intelligence ou à un sens du service envers le pays. Parce que tous les politiciens, et c'est très important, ce ne sont pas les citoyens qui servent les politiciens. Ce sont les politiciens qui servent les citoyens. Il faudrait leur rappeler, ils nous servent, pas l'inverse. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont compris les choses à l'envers. Enfin bref. Oui, exactement. Merci beaucoup, Carol. Un grand plaisir comme toujours. Thank you very much. Thank you for inviting me. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.